Le biopic musical le plus cher, le plus ambitieux économiquement, le plus attendu et le plus craint est là, c'est Michael et It's Bad, It's Bad. Et oh putain. Oh alors là, la voix qui fait non, tu vas trop. On peut pas dire qu'on l'a pas vu venir. Faire un film sur le roi de la pop en personne, c'est un projet forcément ambitieux. Ambitieux vu sa place dans la musique populaire, son influence sur à peu près tout ce qui passe encore à la radio, la singularité de son talent, mais aussi et surtout sa personnalité atypique, à la fois produit et victime d'un star system en roue libre, indissociable évidemment de ses recoins les plus sombres. Il y avait donc des choses à raconter, à évoquer, à développer dans ce film sur le papier passionnant. Michael, toutefois, était voué à être inintéressant, tout simplement en raison de la nature de sa production. Le ver était dans le fruit avant même l'écriture du scénario. Ce ver, il s'appelle Bohemian Rhapsody. Le film de Bryan Singer, qui a lui aussi eu une production compliquée, a eu un succès phénoménal. Ainsi, il a relancé l'intérêt de Hollywood pour un genre bien précis, le biopic musical. Et pour cause, dans une industrie qui est perpétuellement en recherche de franchise, c'est un genre idéal. La franchise ici, c'est le chanteur ou la chanteuse qui ont déjà une communauté monumentale et une trace gigantesque dans la pop culture. En termes d'IP, comme ils disent, on fait difficilement mieux. Les gens qui aiment Queen sont allés voir Bohemian Rhapsody, non pas parce que c'est un film de Bryan Singer, non pas parce qu'il y avait Rami Malek, mais parce que c'est Queen. Et avec plus de 300 millions d'albums vendus, les gens qui aiment Queen sont plutôt nombreux. Qu'importe par ailleurs qu'on insulte ce pauvre Freddie Mercury, sous couvert de lui rendre hommage, mais c'est un autre sujet. Depuis, c'est comme les personnages de comic book, ils sont tous passés par la case cinéma, option destin tragique. Elton John, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Aretha Franklin, Amy Winehouse bien sûr, la pauvre, Bob Marley, Bob Dylan, Robbie Williams et bientôt Snoop Dogg, Britney Spears, Madonna et les Beatles dont chaque membre aura droit à son propre film. Point bonus, contrairement aux super-héros, ces films se trouvent très souvent une place dans les cérémonies de récompense, où les tentatives d'imitation plus ou moins grossières des acteurs et leurs prothèses pour ressembler à la star sont généralement récompensées d'une statuette et d'une couverture médiatique qui frôle la canonisation. Tout bénef quoi. Mais le problème c'est que certains de ces films, comme Bohemian Rhapsody donc, et comme Michael, sont moins des films qui essayent de raconter quelque chose sur leur sujet que des publicités pures et simples. On parle souvent de récits hagiographiques, c'est-à-dire complètement à la gloire du sujet, sans aspérité, mais je pense, moi perso, qu'on peut carrément parler de publicité, puisqu'ils viennent directement des gens qui exploitent financièrement l'image de l'artiste devenu produit, sa discographie, ou les deux. Oui, car pour décrocher la franchise qui va leur apporter plein d'argent, les studios doivent généralement passer par les gens qui gèrent l'image et les droits des musiciens et de leur musique. Dans le cas de Queen, c'était les autres membres du groupe qui avaient été accusés par celui qui devait incarner Mercury en premier, Sacha Baron Cohen, d'édulcorer sa vie pour se mettre en avant eux-mêmes. Dans le cas de Michael, c'est le Michael Jackson Estate, géré par l'avocat John Branca et John McClane. C'est pour ça que c'est souvent mieux, je trouve, quand les artistes sont bien vivants et qu'ils supervisent eux-mêmes le récit de leur propre vie. Certes, c'est complètement mégalo, certes, c'est complètement à leur gloire, mais au moins, c'est un prolongement de leur œuvre en tant qu'artiste. Je pense par exemple à Rocketman, biopic transformé en auto-comédie musicale par Elton John lui-même. Et quand on regarde les moyens-métrages Ghost et Moonwalker qu'il a écrits, on se doute qu'une vision de la vie de Michael Jackson par Michael Jackson aurait été forcément plus singulière que ce véritable blockbuster, qui vient donc d'Antoine Fuqua, ça c'est le réalisateur, mais surtout donc du Michael Jackson Estate, producteur aux côtés de Graham King, celui qui avait commis Bohemian Rhapsody. Le monde est petit. Autant dire, évidemment, mais ça vous vous en doutez, que le film ne raconte pas la vraie histoire de Michael Jackson. C'est un conte à 150 millions de dollars qui ne cherche qu'à iconiser un peu plus le chanteur à chaque scène de la manière la plus universelle et donc la plus consensuelle possible. Comme dans une pub, quoi. La preuve, et c'est risible franchement, Miles Teller joue John Branca, donc l'un des deux chefs du Michael Jackson Estate, donc un producteur du film. Et alors, figurez-vous qu'il est ultra sympa. C'est lui qui fait de Michael une star, bien sûr, et vraiment, mais ça n'a rien, mais alors rien à voir avec le fait que son nom est parmi les premiers à apparaître au générique. Alors, si le film se contentait de retracer sa carrière artistique, ou à se concentrer sur tel ou tel concert, ça aurait pu être, sinon intéressant, au moins divertissant. Et d'ailleurs, le film est très généreux en scène de musique, de concerts, de clips,
Tout simplement parce qu'il a une liste de cases à cocher, de clips à mettre en scène, de moments obligatoires à intégrer, de tubes à caser dans la BO. Et le truc avec Michael Jackson, c'est que des tubes, il y en a quand même beaucoup. D'autant que le film évoque aussi bien les Jackson 5 que l'album Thriller, plus gros succès de l'histoire de la musique, et composé à 80% de classiques absolus de la pop. Donc apprêtez-vous à entendre un flot quasi discontinu de morceaux calés les uns à la suite des autres. Mais dans ce cas, j'ai envie de dire... à quoi bon? La carrière de Michael Jackson a été scrutée par les caméras du monde entier. Elle a déjà des liens avec le cinéma. Le mec a quand même révolutionné le clip. Bref, tout ce que le film essaye de reconstituer existe en HD, voire en 4K parfois. Et en mieux, parce que en vrai quoi, avec le vrai Michael à la place de son neveu qui tente un peu désespérément de l'imiter au hi-hi près, et avec une vraie foule plutôt qu'avec une foule numérique ou avec des figurantes qui feignent de s'évanouir à chaque insert. Oui d'ailleurs j'espère que quelqu'un fera un super cut des plans sur les groupies, parce qu'il y en a plein dans le film et franchement ça peut être hyper drôle. À la limite c'est un peu rigolo de voir par exemple le tournage de Thriller, mais franchement c'est tellement anecdotique et il y a un making of de quasi 1 heure sur YouTube, pourquoi? Mais en plus, évidemment, Michael ne se contente pas d'amuser la galerie en reconstituant toutes les performances célèbres du chanteur. Il prétend aussi pénétrer l'intimité, la vie de Michael. Et forcément, c'est compliqué, parce que, et c'est aussi le gros problème de Bohemian Rhapsody, tu peux pas avoir cette approche complètement publicitaire quand tu traites de la vie privée d'une telle personnalité. Parce que l'histoire de Michael Jackson, elle recoupe plein de sujets différents, complexes, importants, parfois graves. Et le film se propose de tous les passer en revue en 2 scènes. L'influence du hip-hop sur sa musique, c'est une scène. Le racisme qu'il subit en embuscade dans l'industrie médiatique, une seule scène. Son vitiligo, maladie mal comprise à l'époque, son rapport à son physique, forcément lié à sa surmédiatisation outrancière, la chirurgie esthétique, tout ça, c'est une scène. Son abonnement de 30 ans à écran large qui lui permettait de soutenir une équipe passionnée tout en ayant accès à des contenus exclusifs et même à des podcasts qui lui ont inspiré ses plus grands tubes, c'est même pas mentionné. Chacun de ces sujets aurait mérité un film à part entière, mais ils sont réduits à des détails, à des passages obligés pour suivre la page Wikipédia, ou juste des arguments supplémentaires dans cette thèse incroyable proposée par le long métrage. Tenez-vous bien, Michael Jackson, il est quand même super fort. No shit, Sherlock. Sans surprise, Michael ne raconte rien, écrasant la première partie de sa carrière et de sa vie dans le moule ultra archibalisé du blockbuster hollywoodien, au mépris de tout ce qui a aussi fait l'originalité d'un tel artiste. Le seul vrai sujet, le seul à vraiment être traité tout du long, c'était quand même une évidence, c'est l'emprise de son père, qui est joué par Colman Domingo, et dont il tente de s'extirper. Alors ok, là, il y a un truc à dire. Mais encore une fois, il faut caser les 548 concerts iconiques et les 79 anecdotes de Wikipédia, donc il n'y a pas tant de place que ça pour ça. Il est résumé par des dialogues d'une subtilité renversante, I told you what to think. et qui ne rentre pas vraiment dans le détail finalement de l'impact d'une telle violence physique et psychologique. Après bon, en fait vraiment, clairement tout est ultra artificiel parce qu'il faut aller hyper vite, de l'écriture à la mise en scène. C'est une pub pour Michael Jackson, ses disques, ses tubes, sa légende, la même que les maisons de disques proposent depuis plus de 40 ans, juste là elle a coûté très cher et elle compte bien relancer les ventes du disque pour les 40 prochaines années. Et là aussi je pense que c'est réussi, c'est sûr. Mais si on va un peu plus loin, Michael c'est un peu le boss final du biopic à la Bohemian Rhapsody. Ou plutôt, c'est vraiment un cas d'école, car... vous voyez où je veux en venir, le chanteur a évidemment aussi été accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle sur mineurs et tout le monde se demandait comment ou si seulement ils allaient évoquer ce sujet qui est quand même sur toutes les lèvres. En plongeant un peu dans la production du film, on comprend ainsi pourquoi c'est pas le cas du tout. Après plusieurs semaines de rumeurs, Variety a mis les mains dans le cambouis pour évoquer les coulisses un poil bordéliques de ce Michael. Le film devait en fait vraiment traiter l'affaire Chandler, débutant avec des gyrophares de police et Michael qui se regarde dans le miroir. Une bonne partie du 3e acte devait se consacrer à l'affaire. Tout ça a donc été tourné, puis supprimé. Résultat, 10 à 15 millions de dollars investis en reshoot et une fin altérée dont on ne peut s'empêcher de voir les petits points de suture. Pourquoi? Parce que ce cher John Branca et son Michael Jackson Estate se sont rendus compte un peu tard qu'une clause de l'accord signé lors de l'affaire Chandler empêchait le plaignant d'être représenté d'une manière ou d'une autre dans un film. On est donc passé à côté d'un film moins lisse, ou du moins qui n'esquive pas les parts d'ombre qui entourent le personnage. Je précise que la première affaire, donc l'affaire Chandler, a été réglée suite à la conclusion d'un accord à l'amiable et au désistement des plaignants. La seconde, un procès rassemblant plusieurs victimes présumées, s'est terminée avec un acquittement. Ce sont des volets judiciaires extrêmement complexes, donc loin de moi l'idée de m'exprimer à leur sujet. Mais c'est un sujet qui est quand même assez symptomatique, car au-delà des procès, qui de toute manière sont quand même
indissociable de la vie de l'artiste, il a quand même été établi que Michael Jackson partageait sa chambre, voire son lit, avec des gosses. Lionsgate et le Michael Estate ont enlevé toute mention aux accusations officielles portées contre le chanteur, mais en fait ils ont gardé les références à ses liens proches avec les gosses, clairement corrélés à sa propre enfance, à son refus de rejoindre le monde des adultes, et au fameux syndrome de Peter Pan que certains lui ont diagnostiqué. Tout ça c'est vrai, ça existe, mais de fait, ce qui reste, c'est des scènes où Michael se rend au chevet de gosses malades du cancer, tout ça, tout le malaise, tout ce qu'il y a d'anormal dans sa relation avec les enfants, et franchement c'était anormal, ou même tout ce que les procès ont impliqué pour lui, ont été complètement filtrés de ses relations pour ne garder que l'essentiel. Michael Jackson, il était quand même super sympa et il refusait de grandir. Pour rester dans le vocabulaire de la pub, on n'est pas loin de la suggestion de présentation. On passe à la passoire à la personnalité de la personne pour n'en garder non pas un humain auquel on pourrait s'intéresser, en bien ou en mal, mais à un produit, à une mascotte agitée pendant 2 heures pour vendre des disques. Michael ne raconte rien sur Michael Jackson, il ne raconte rien tout court en fait. Et son seul intérêt finalement, celui qui sera le plus mis en avant, je suis sûr, c'est sa capacité à mimer à coups de millions de dollars des performances scéniques disponibles à peu près partout. Je pense qu'à cause de l'implication des ayants droit, à cause des sommes à payer pour les droits musicaux, ou même à cause du concept en soi en fait, le biopic grand public ne parviendra jamais à capter grand chose des grandes figures de la musique, du moins en tout cas quand il prétend relater tous les aspects de leur vie. Je pense donc que les exemplaires réussis sont ceux qui soit se concentrent sur des aspects très précis de leur existence, comme par exemple Walk the Line ou Springsteen récemment, voire qui prennent l'exercice à rebours, quitte à assumer de réinventer complètement leur histoire, comme Amadeus, Last Days ou dans une certaine mesure, le très particulier Am Noither, que des films super cool. Voilà, c'est des petits recos. Alors le dernier biopic qu'on a couvert en vidéo, il est pas musical, donc on est un peu loin du sujet, c'est The Apprentice, mais l'ami Antoine en dit des choses hyper intéressantes, donc je vous la recommande quand même. Salut!